L'émission Philosophie de Blandine Kriegel est consacrée aujourd'hui à Spinoza, Vermeer, les valeurs de la République par temps troublé, avec le docteur Marielle David, pédopsychiatre et psychanalyste, le doyen François Guéry, philosophe, l'historien Alexandre Adler, géopolitologue, et le journaliste Alexis Lacroix, directeur de Actualité juive. Merci à Philippe Sinclair, à Benjamin et à Clément à la régie. Et effectivement, n'est-ce pas, nous commençons par ce sujet sur les valeurs de la République par temps troublé. Et nous allons interroger un philosophe, un grand philosophe et un grand peintre, Spinoza et Vermeer. Alors, en effet, on peut se poser la question, est-ce que la philosophie, cher Alexandre, cher François, cher Marielle, peut nous aider à penser l'actualité? En vérité, nous le pensons d'une certaine façon. Et pourquoi? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, qui peut le nier, n'est-ce pas, nous avons des temps troublés, des accords, des conflits, des violences, des blocages, et qui risquent non seulement de mettre la France à l'arrêt, mais de façon plus grave, en quelque sorte, de mettre à mal la République démocratique. Le pire des régimes, à l'exception de tous les autres, avait dit, n'est-ce pas, Churchill. Donc, et peut-être des temps... Alors, dans des temps plus difficiles encore, on peut se demander, au fond, quelles sont les valeurs, quels sont les principes de la République au fond, qui servent de fondement et d'appui à la démocratie et qu'il faudrait, au fond, ne pas oublier, et qui devraient être préservés. Et c'est donc pour répondre à cette question que nous avons demandé leur lumière à, au fond, deux grandes figures qui ont vécu, elles aussi, ça remonte au XVIIe siècle, des temps troublés, c'est-à-dire dans leur pays, et qui ont répondu en développant, au fond, ce qu'ils pensaient des valeurs fondamentales. Il s'agit d'un philosophe et d'un peintre. Le philosophe Spinoza est connu de tous les philosophes. Vermeer, lui, est bien évidemment, n'est-ce pas, c'est une figure maintenant de la culture universelle. Et que nous disent-ils, n'est-ce pas, de ces valeurs de la République? Et nous commençons donc par un texte de Spinoza et nous écoutons notre ami Alexis Lacroix. Spinoza et la vie civile, extrait de l'Éthique, livre 4, Scoli de la proposition 44. Ce n'est qu'un sauvage et triste superstition qui interdit de prendre du plaisir. Car en quoi convient-il mieux d'apaiser la faim et la soif que de chasser la mélancolie? Personne d'autre que l'envieux ne prend plaisir à mon impuissance, à ma peine, et nous tient pour vertu les larmes, les sanglots, la crainte, signe d'une âme impuissante. User des choses et y prendre plaisir aide un homme sage. C'est un homme sage, dis-je, de réconforter et de réparer ses forces grâce à une nourriture et à des boissons agréables prises avec modération, grâce au parfum, au charme des plantes verdoyantes, de la parure de la musique, des jeux de gymnase, des spectacles dont chacun peut user sans faire de tort à autrui. Le corps humain, en effet, est composé d'un très grand nombre de parties de nature différente qui ont continuellement besoin d'une alimentation nouvelle et variée afin que l'esprit soit aussi également apte à comprendre plusieurs choses à la fois. Alors ce texte, merci à Alexis, est issu de l'Éthique, la grande œuvre de Spinoza, au livre 4, Scoli de la proposition 44. Alors Spinoza, bon, on le présente et on ne le présente pas, puisqu'il est, au fond, ce grand philosophe juif hollandais est célébrissime. Il fait, vous l'avez compris ici, l'apologie de la vie civile et du bonheur qu'elle peut accorder, même au fond dans des temps troublés. C'était les temps, quand il a écrit ça, c'était les temps troublés de la fin de la République hollandaise du siècle d'or, qui commençait d'être déchirée par des guerres extérieures et des conflits intérieurs. Et donc, en effet, les Provinces-Unies, qui ont été formées en 1579 par l'Union d'Utrecht, avait mis en place la première république d'État en Europe et acquis une indépendance vis-à-vis de l'Espagne depuis 1648. Il y a eu une guerre de 80 ans, n'est-ce pas, qu'elles ont dû mener. Cette indépendance qui leur a été reconnue enfin au traité de Münster. Alors cette période lui avait donné ce que les historiens ont appelé le siècle d'or des Hollandais. Les Provinces-Unies deviennent la première puissance mondiale commerciale du monde, avec une remarquable prospérité économique. Ils développent
le travail et la liberté, il accueille en quelque sorte toutes les minorités persécutées, les protestants, les juifs, et même les philosophes. N'oublions pas que Descartes s'est réfugié aux Provinces-Unies et a été notamment à Utrecht et à l'université de Leyde. L'université d'ailleurs, créée par Guillaume le Taciturne, est devenue une grande université européenne. Bref, la culture, le droit, l'art et les sciences y connaissent un essor absolument remarquable. Mais bientôt, tout change, n'est-ce pas? C'est-à-dire que les troubles qui sont réveillés par les guerres extérieures, notamment les guerres anglo-néerlandaises, anglo-hollandaises, 3 guerres, n'est-ce pas, qui vont se succéder. La première de 1652 à 1654, c'est pour la domination du commerce mondial, dit-on, mais aussi pour la défense de la République. Et changement d'alliance, eh bien, les ennemis d'hier, les Espagnols, deviennent les alliés du jour, appuyés sur la France. Et deuxième guerre, la première guerre se termine par le traité de Westminster. C'est en fait une défaite pour les Anglais, mais pour les Français, excusez-moi, je m'embrouille, pour les Hollandais. La seconde repart de 1665 à 1667. Et là, les Hollandais relèvent la tête, mais bientôt, il y aura une troisième guerre qui sera cette fois-ci fatale à la République, qui est une guerre qui est en fait appuyée sur la guerre. Sur la volonté de Louis XIV de faire main basse au fond, d'abord les Flandres, et d'en finir avec la République. Alors, donc nous voulons rapprocher Spinoza et Vermeer. Ce n'est pas un rapprochement original parce que il a été fait plusieurs fois par de grands historiens de l'art, par exemple Pontus Hulten, ou des spécialistes comme Jean-Clay Martin, mais il faut bien dire qu'ils sont d'exacts contemporains, ils ont vécu exactement en même temps, ils sont nés en même temps, la même année, en 1632. Vermeer est mort 2 ans plus tôt, en 1675, que Spinoza, qui meurt en 1677. Et on va regarder de plus près ce qu'ils disent des valeurs de la République. Alors, on commence donc par ce texte. Ce texte de Spinoza, eh bien, que nous dit-il? D'abord que la joie est meilleure que la mélancolie, que la tristesse est préférable à l'impuissance, et que la sagesse, c'est d'exalter les bénéfices de la vie civile. Et il les énumère, n'est-ce pas? Que sont-ils? La nourriture, les boissons, pris avec modération, les bienfaits du corps. Deuxièmement, les avantages, tous les avantages, n'est-ce pas, qu'on peut retirer de la nature, les parfums, les plantes. Troisièmement, les attraits de la vie de société, la parure, la musique, les jeux, les spectacles. Quatrièmement, évidemment, il lui donne une très grande place et ses tableaux sont très connus. Les tableaux de Vermeer, qui en sont en quelque sorte une illustration, sont très connus. Les sciences, les mathématiques, la physique. Et on verra que Vermeer a peint à son tour l'astronome et le géographe, enfin l'essor des sciences dans les Provinces-Unies. Ensuite, dernière chose, il contribue à la force du corps humain, dit-il, qui a besoin au fond de tous les biens de la nature pour donner à l'esprit le plaisir de comprendre. Et donc, ça, on trouve tout ça chez Spinoza. Alors, en échange, on va voir un certain nombre d'illustrations de Vermeer. Que trouve-t-on chez Vermeer dans ces valeurs de la vie civile? Eh bien, des choses qui sont une parfaite illustration de la thématique spinoziste. D'abord, n'est-ce pas, la vie, si vous voulez, dans la vie civile, la nourriture et les boissons. Donc la laitière, n'est-ce pas, la première, vous voyez la laitière, tout le monde connaît ce tableau qui est un des tableaux les plus connus de Vermeer. Il a peint, pense-t-on, ce tableau en 1658. Bon, qu'est-ce qu'on voit? On voit le pain et le lait, un filet de lait extraordinaire. Dans l'Antiquité, c'était le pain et le sel qu'on offrait, mais là, à l'intérieur, on peut remettre l'image, c'est le pain et le lait. Et surtout, si vous voulez, ce qui déjà tout de suite est intéressant, avec le corps robuste d'une servante, n'est-ce pas, d'une femme du peuple, eh bien, ces miches de pain, elles sont déjà en train d'être mangées, elles sont ébréchées, vous voyez. Et donc, ce qu'il y a de plus simple, d'une certaine façon de plus modeste, et en même temps, sous le pinceau de Vermeer, ce qu'il y a de plus beau. Puis,
La jeune fille, deuxième tableau, toujours pour les boissons, la jeune fille qui boit avec un soldat. Alors là, vous voyez, un soldat, ça veut dire qu'il y a de la guerre quelque part, n'est-ce pas? Vous voyez cette jeune fille qui voit alors cette parure, enfin c'est cette belle robe de faille rose, et puis le grand chapeau du soldat. Et donc, en fait, on peut maintenir, même en temps de trouble, on peut maintenir les beautés de la vie civile. Après quoi, eh bien, nous avons, si vous voulez, les attraits de la nature, les attraits de la nature. Et donc le troisième tableau, là, il faut que je retrouve. Ah, je ne l'ai pas. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah si, pardonnez-moi, non pas la parure, non, la parure, n'est-ce pas? La parure, alors qu'est-ce qu'on voit? Cette charmante jeune femme, d'abord elle s'est mis des nœuds dans les cheveux, ensuite elle admire, n'est-ce pas, son visage et son joli collier de perles devant le miroir, elle a un beau manteau d'hermine, tout ça est exalté par Vermeer, et également, comme le recommande Spinoza, la musique. Le tableau suivant, eh bien, ce tableau de la musique est un tableau célébrissime. Je ne commenterai pas la lumière, n'est-ce pas, l'ordonnancement du tableau, mais simplement ce qu'il nous dit de la vie civile. Là, c'est évidemment ce tableau de la leçon de musique. C'est un professeur de musique qui instruit une jeune femme. On la voit d'ailleurs de dos devant un virginal. Et des instruments de musique, il y en a partout, n'est-ce pas, dans les œuvres quelquefois par terre, n'est-ce pas, des viols de gambe, enfin, qui sont distribués partout dans les pièces. Et en fait, là, la devise qui est inscrite sur le tableau, qu'on ne lit pas là dans notre reproduction, c'est que la musique est la médecine de la douleur et la compagne de la joie. Eh bien ça, c'est vraiment une formule tout à fait spinoziste. À côté de la médecine, il y a évidemment les savoirs qui tiennent tellement à cœur à Spinoza, puisque pour lui, au fond, c'est un point absolument fondamental de la vie civile. Et donc, dans ces savoirs, on sait que Spinoza a donné une place particulière à la physique et à la physique mathématique. Et là, nous avons une reproduction qui n'est peut-être pas la meilleure, mais enfin qui est de l'astronome. L'astronome, alors certains reconnaissent dans la figure de l'astronome Vermeer lui-même, et d'autres trouvent qu'il a quelque chose de commun avec les dessins qu'on a de Spinoza. Et donc les sciences, il n'y a pas que les sciences mathématiques, il y a aussi le portrait très connu du géographe, mais il y a aussi la science de l'histoire, et ça c'est dans le dernier tableau de la série, l'atelier du peintre, qui, si vous voulez, qui est au Rijksmuseum à Vienne, qui est un des tableaux les plus connus, et sur laquelle nous reviendrons à propos de la vie civique. Donc voilà, n'est-ce pas, Vermeer, 1632-1675, lui aussi l'exact contemporain de Spinoza, qui a été oublié, n'est-ce pas, pendant toute la fin du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle, qui n'a été retrouvé au XIXe siècle que par Théophile Toré-Burger, un critique d'art qui préférait déjà, n'est-ce pas, au Cabanel et autres Jérôme, les peintres comme Courbet, Millet, Manet et tous les impressionnistes. C'est lui à qui on doit la redécouverte de Vermeer, qui nous émerveille encore aujourd'hui. Alors, à partir de là, évidemment, je vais vous poser à tous un certain nombre de questions sur cette mise en relation de Spinoza et de Vermeer. D'abord, à vous, cher Alexandre, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les circonstances, au fond, historiques, politiques de cette vie civile? Eh bien, disons que Spinoza et Vermeer, qui étaient quasiment des voisins de palier, disons qu'ils habitaient dans la même banlieue. C'est beaucoup dire, 6 km d'écart. Il n'y avait pas encore de vélo en Hollande, mais à pied, ce n'était pas du tout impossible d'aller se rencontrer. Alors, un historien, je dirais plutôt pas un philologue, mais justement un homme doué d'imagination, peut parfaitement et de manière non choquante imaginer la rencontre, peut-être même le dialogue
de Spinoza et de Vermeer. Si vous me permettez, Alexandre, pour aller dans votre sens, il y a même une lettre à un dénommé Vandermeer dans la correspondance de Spinoza que certains experts ont... une lettre qui porte sur la vente des peintures, vous savez, le commerce des peintures que certains ont attribué on dit c'est une lettre que Spinoza a écrite à Vermeer. Alors, mais ça, c'est en discussion. Enfin, je ferme la parenthèse. Ce serait merveilleux. Oui. Mais en tout cas, s'il n'était pas... en discussion sur des sujets véritablement profonds. Ils étaient par contre dans une espèce de profondeur des ténèbres, mais qui les unissait l'un et l'autre, étaient d'abord des patriotes. C'étaient des amoureux de la Hollande et ils connaissaient sa précarité. Ils savaient combien ce pays avait accumulé les jalousies, les haines, les rivalités, et combien, au fond, cette espèce de paradis qu'ils avaient connu dans leur jeunesse était menacé en permanence. Et ce sentiment donc d'urgence, de tragique possible, et en même temps d'optimisme profond qui les caractérisait l'un comme les autres, créait une espèce de dialogue par-dessus, au fond, les sphères, oui. Et qui est encore là. Nous aimons aujourd'hui Vermeer, comme nous aimons finalement la philosophie de Spinoza pour les mêmes raisons. Et pour les mêmes raisons qui est à la fois le sentiment d'acmé, d'apogée, exactement comme Athènes pendant un bref 5e siècle a pu le connaître, d'une société démocratique et qui en a en tous les avantages sans en être encore tombé dans les inconvénients. Et c'est une société dans laquelle en même temps ce sentiment élégiaque donne un sentiment aussi de la grandeur et du tragique surmonté. Ce n'est pas justement oui. Le Sturm und Drang qui est déjà celui de Rembrandt, oui. Qui est un homme qui est profondément touché par justement la précarité des choses. Il est aussi un amoureux d'Israël, oui. Rembrandt de manière explicite. Oui. Mais en même temps, lui, Rembrandt, sent la tragédie qui vient, la tragédie personnelle oui. et la tragédie collective. Et justement, elle est absente ici. Comme Vermeer nous disent non. Oui. La tragédie n'aura jamais le dernier mot. Oui. Mais écoutez, merci beaucoup. Alors, moi, je vais vous poser une autre question à vous François. Oui. Parce que, est-ce que vous ne trouvez pas que dans au fond, la peinture du maître de Delphes, il y a, d'une certaine façon, une illustration non seulement de la vie civile, mais de l'univers de Spinoza? Parce qu'ils ont une même conception de l'espace, moré géométrico. Chez Vermeer, il y a cette perspective, il y a l'utilisation de la perspective, tout le monde l'a dit, un peu dans la lignée de la Renaissance. En rupture d'ailleurs avec les diagonales tumultueuses de la peinture baroque. Il y a surtout un espace où tous les étangs sont sur le même plan. Qu'il s'agisse de pichets, de pots, de verres, de personnages qui sont d'ailleurs dont les visages sont plus ou moins floutés, de murs, de parquets, de carreaux, de clavecins, de verres, de chaises, etc. Au fond, ils ont autant de place dans la peinture de Vermeer, autant de dignité que les visages humains qui eux-mêmes ont une certaine imprécision. Je vous dirais, est-ce qu'ils ne sont pas tous au fond des étangs, n'est-ce pas, des modes, c'est-à-dire des modes, comme chez Spinoza. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, ce serait trop long à développer. Ce que je sais sur la façon de peindre de Vermeer, ou ce qu'on sait, c'est qu'il est assez vraisemblable qu'il se servait de ce qu'on appelle la camera oscura. Et donc, effectivement, ça donne quelque chose qui est une traduction ou une projection sur un plan de ce qui est en perspective. Et on a même trouvé, si j'ai bien compris, enfin, des traces au crayon qui lui permettaient de tirer les lignes de fuite. Oui. Et donc, ça donne évidemment cette extraordinaire impression de vérité, à tel point d'ailleurs que des publicités aujourd'hui font bouger les personnages de Vermeer comme si ils étaient déjà, si je puis dire, là, enfin, là devant. Alors, il y a ce qu'on pourrait appeler un réalisme, mais c'est tellement sublime, en même temps exquis, qu'on est obligé de dire que ce serait plutôt surréaliste. Alors, un petit mot quand même sur Vermeer, parce que c'est intéressant. Qui a compris en profondeur, s'est inspiré ou même imprégné de Vermeer, ça peut surprendre. Mais enfin, c'est Salvador Dali, il l'a dit, il l'a expliqué, et il a même été jusqu'à une mise en scène à la Dali, dalinesque. Il s'est enfermé dans le zoo de Vincennes, dans la cage d'un rhinocéros.
j'espère qu'on l'a empêché le rhinocéros de s'approcher, et il a repeint, si on peut dire, la dentelière de Vermeer, parce que pour lui, si on veut, la corne du rhinocéros exprimait comment dire, plus que la teneur, enfin l'intensité libidinale de la peinture de Vermeer. Mais alors nous sommes loin là, c'est vrai, et c'est un grand peintre qui s'intéresse à un autre grand peintre, ça a toute sa valeur, mais nous sommes loin des valeurs de la République par des temps troublés. Alors oui, le texte de Spinoza. Encore que, qu'est-ce que vous diriez, Alexandre? Dali est effectivement le témoin de la guerre d'Espagne. Ce qu'on n'a pas vu à quel point il était franquiste. Oui. Parce qu'il se cachait un petit peu. Mais en réalité, il est totalement témoin de la guerre d'Espagne. Et sa grande plaisanterie, le centre du monde est la gare de Perpignan. C'est en fait une dénonciation de l'arrivée des brigades internationales par la gare de Perpignan. Ah bon? Enfin, en tout cas, c'était quand même, comme Vermeer, un jouisseur. Parce que je pense quand même que c'est un élément important. Oui. Marielle, alors j'ai eu la chance, n'est-ce pas, de visiter avec vous cette glorieuse exposition Vermeer à Amsterdam, et je sais que vous avez fait beaucoup de réflexions et d'annotations. Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a dans la vie civile, quotidienne, modeste et extraordinaire, quelque chose qui rejoint Spinoza, ou non? Qu'est-ce que vous en pensez, Marielle? Qu'est-ce que ça vous a inspiré? Moi, je pense que ce qui est frappant dans Vermeer, c'est que quoi qu'il arrive, il y a de l'âme. Alors, je ne sais pas si ça rejoint Spinoza, parce que de Spinoza l'esprit, est plutôt dans le désir. C'est plus, son mot est plutôt le désir. Mais l'âme est partout. Mais chez Spinoza aussi, l'âme est partout. Voilà. Parce que c'est ce qu'on a appelé le parallélisme, mais ce n'est pas un véritable parallélisme. Mais il n'y a pas de corps sans âme et d'âme sans corps chez Spinoza. Quoi qu'il arrive, il reste un rapport de corps et de l'âme qui est toujours présent. Mais ça, c'est tout à fait spinoziste. Et qui va envelopper non seulement les corps, mais même les choses. Oui, tout à fait. Même les choses. Il y a toujours de l'âme. Voilà ce qui m'a beaucoup frappé, mais peut-être qu'on va la semaine prochaine reparler de ce qui est frappant chez Vermeer. Mais pour l'instant, sur la vie civile, qu'est-ce que nous devrions garder? Vous voyez, si nous écoutions Spinoza et Vermeer, qu'est-ce que nous devrions garder de notre vie civile, même en temps de trouble? Parce que c'est ça qu'ils ont fait l'un comme l'autre. De garder quelque chose, n'est-ce pas, Oui, François? Je voudrais dire simplement que l'idée aristotélicienne qui est que le but de la cité, c'est de bien vivre. Oui. Et pas Zen, la belle vie, le bonheur. Les plaisirs, et en plus des plaisirs variés. C'est ce que souligne le texte de Spinoza, l'omnivore, celui qui intellectuellement et physiquement mange de tout, voit de modération, tout, aime tout, etc. Donc, quand même, le bien vivre, je trouve que ça ressemble à une vie civile, parce que en guerre, on vit mal. Oui, mais voilà. Et alors, qu'en pensez-vous, Marielle? Peut-être. Oui, je pense qu'il sait, en effet, Vermeer sait qu'il y a la guerre, mais au fond, il cherche à maintenir la réalité de tout ce qui est humain et qui va demeurer et perdurer. Et qui est là, par exemple, le nombre de femmes enceintes qu'il a peintes, est bien dans cette idée que la vie va continuer malgré ce qui se passe et dont il est témoin et dont il nous fait témoin. Et Alexandre, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense à la tragédie récurrente du peuple hollandais, qui est toujours ce moment tragique où il va contre apparemment son désir de vivre. Oui, de bien vivre, oui. Il ouvre les digues. Ah. La Hollande est née déjà de la transgression flandrienne au 8e siècle, lorsque finalement ces paysans et ces marins ont réussi à contredire le décret de la nature qui avait complètement submergé ce pays. Oui. Petit à petit, ils ont fait les polders. Ils ont repris... ça existe encore, hein, quand nous avons traversé la Hollande, la mer sur la terre. Les ponts. Encore aujourd'hui, les ponts, les digues, tout ce qui finalement a fait la révolution européenne de l'agriculture, c'est cela. Et dans les moments tragiques, la Hollande dit la liberté et la vie valent encore mieux que tous nos efforts de poldérisation. Et donc, ils ouvrent les digues. Ils l'ont fait, et je pense avec émotion à cela, en 1940, lorsque les Allemands sont arrivés. Et ils le feront pendant la guerre de Hollande. Les digues sont ouvertes. Et ils noieront les soldats de Louis XIV. Et Louis XIV a été noyé sous la volonté de vivre du peuple hollandais ce jour-là. Oui, c'est vrai. La France, qui avait ce lien depuis Henri IV
avec la Hollande, son allié, contre l'Espagne. Et même avec Mazarin, qui avait... Bien sûr, mais tout cela a été resté. Ce jour-là, oui. Effectivement, Louis XIV a fait ouvrir les digues et il en est mort. La fin de l'Ancien Régime commence lorsque la France de Louis XIV porte la main sur la civilisation hollandaise, qui est la civilisation de l'Europe tout court. Eh bien, merci beaucoup, Alexandre. Je vous laisse le mot de la fin, et qui est un relais avec ce que nous traiterons la semaine prochaine, puisque nous envisagerons, au fond, la République en temps troublé, la vie civique cette fois. Pas seulement la vie civile, mais la vie civique. Je vous remercie.